Bastien Chassagnol du LPSM, juste à côté, qui va nous parler de mélange de gaussienne. Donc, tu as une vingtaine de minutes. OK. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez. C'est bon? Ouais. OK. Donc, bonjour, je suis Bastien Chassagnol, donc je suis un étudiant en thèse chiffres donc depuis environ un an. C'est un partenariat privé-public entre Sorbonne Université, donc sous l'égide de Grégory Nuel, donc du laboratoire de probabilité statistique, et au niveau de l'entreprise privée, donc c'est le laboratoire Servier. Et du coup, je vais vous présenter un peu une revue des packages R qui permettent d'implémenter les modèles de mélange, gaussiens en particulier. Donc, je vais d'abord vous rappeler quelques généralités sur les modèles de mélange ainsi que leurs principaux cas d'utilisation. Puis, ensuite, je vais me focaliser sur les modèles de mélange gaussien qui sont parmi les modèles de mélange les plus utilisés. Et ensuite, je vais faire un peu une revue des packages à la fois qualitatives, donc un peu une description des possibilités offertes par ces différents packages en relation avec les modèles de mélange. Et ensuite, je vais faire une approche plus quantitative, donc à la fois comparer leurs performances en termes de temps de calcul et leurs performances statistiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de mélange? Alors, on va essayer de modéliser une observation, enfin un ensemble d'observations donc, qui sont observées. Donc là, c'est ma loi X qui peut être en grandes dimensions, ici en dimension D, et qui peut être une loi assez complexe, mais qu'on va pouvoir simplifier en introduisant une information supplémentaire avec une variable latente, S, qui correspondrait un peu pour chaque observation à la population, à l'appartenance de mon observation à une population donnée. Et donc, je vais pouvoir décomposer ma loi X générale assez complexe en une somme de lois où X, mon observation, peut être décrite beaucoup plus facilement si on connaît sa classe. Donc, c'est une loi conditionnellement à la connaissance de sa classe, pondérée par la présence, l'abondance de cette classe, de cette population dans l'ensemble de mes observations. Donc, je vais pouvoir faire plusieurs hypothèses sur la forme de la distribution de ma loi X, sachant ma composante, sachant ma population. Le cas le plus commun et le plus facile, c'est une loi paramétrique. Donc, c'est-à-dire, une fois que je connais ma variable, mon observation, et que je connais ma donnée d'observation, que je connais sa population, je suppose, je fais une hypothèse sur ma loi. Donc, c'est une hypothèse paramétrique. Et donc, je vais juste chercher à extraire les paramètres de cette loi. On pourrait mettre des hypothèses beaucoup moins fortes, et c'est par exemple ce qui est fait dans le cas non paramétrique, où je n'ai même pas d'idée en fait, sur la forme de cette distribution de cette loi X, sachant ma donnée, sachant ma classe. Donc, parmi les principaux cas d'utilisation qui émergent tout de suite, en fait, suite à la forme de mon modèle de mélange, c'est le cas du clustering. Donc, voilà, par exemple, sur mon graphe à gauche, là, on a un ensemble de points. Donc, on voit qui peut être assez compliqué à décrire, mais on voit qu'il y a quand même des centres, des zones d'intérêt qui ont l'air plus densément regroupées. Et donc, comme ça, c'est assez compliqué à décrire. Et du coup, ce qui peut être plus simple pour expliquer ces observations, ça va être de dire, voilà, il y a un ensemble de paquets qui appartient à une population donnée, un autre ensemble de paquets qui appartient à une autre population donnée, etc. Donc, ça va être beaucoup plus facile. En subdivisant, le problème, c'est qu'évidemment, on ne connaît pas à l'avance le nombre de clusters, le nombre de composants, de sous-composantes de sous-populations dans mes observations. Et donc, ce qui va permettre le modèle mélange, donc on va extraire les paramètres et puis ensuite, a posteriori, pour chaque observation, on va lui attribuer la classe la plus probable. Donc voilà, c'est en appliquant une simple loi de Bayes, une fois qu'on a extrait les paramètres. Un autre cas assez courant, même si je n'ai pas forcément beaucoup insisté, c'est les modèles mélange qui vont aussi appliquer de la régression, où là, je vais simplement subdiviser mes données d'observation en une variable Y qui serait ma variable de réponse et que je cherche à prédire, à expliquer avec mes autres variables observées, X qui sont les variables d'entrée. Alors du coup, moi, je vais m'intéresser un peu plus sur le modèle de mélange gaussien, donc un modèle de mélange paramétrique. Pourquoi? Parce que on a toutes les propriétés bien intéressantes des lois gaussiennes qui sont fortement utilisées par les statisticiens, et notamment dans tout le domaine de la biologie. Et notamment, quand on va être en grande dimension, quand on va être en dimension supérieure à 1, on va utiliser des lois gaussiennes multivariées. Je ne vais pas forcément trop m'étaler sur ce cas, parce que notamment, on va avoir un grand nombre de paramétrisations possibles, notamment sur la matrice de covariance, donc qui va montrer les relations entre les différentes variables observées. En tout, on peut discerner entre 14 et 28 paramétrisations en fonction de si on fixe ou non à l'avance la proportion dans mes classes. Donc, tout un tas de configurations.
Et moi, je vais plutôt m'intéresser au cas univarié, donc qui est plus simple, où si on connaît ma population, si on connaît l'appartenance à ma classe, et ben, ma loi X va simplement suivre une simple gaussienne qui a besoin uniquement de 2 paramètres pour être entièrement définie, à extraire, là, son écart type et sa moyenne. Alors, ça, c'est le cas, on va dire, non contraint. On va souvent ajouter des hypothèses supplémentaires, et notamment parmi les hypothèses les plus couramment utilisées, c'est l'hypothèse d'homocédacité, c'est-à-dire d'une variance égale pour l'ensemble de mes composants, et aussi l'hypothèse de classe équilibrée. Donc, je vais supposer que pour chaque composant, chaque population est aussi abondamment présente dans mon mélange. Alors après, je vais vouloir peut-être jouer sur mes distributions gaussiennes pour être un peu plus proche de ma réalité, tout en étant proche de toutes ces propriétés intéressantes que peuvent avoir les gaussiennes. Notamment, je vais vouloir jouer sur la symétrie de ma distribution. Donc, c'est sur mon graphe ici à gauche. Donc, pour me décaler plus ou moins du mode de ma distribution. Donc, montrer qu'on a un décalage, une asymétrie vers la droite ou vers la gauche. Et puis, je vais pouvoir jouer sur les paramètres de kurtosis. Donc là, ça va être plutôt sur les queues de distribution, l'extrémité de ma distribution de probabilité. Je vais pouvoir jouer aussi sur la présence d'outliers, de valeurs aberrantes qui peuvent être présentes dans nos données. Un cas intéressant, justement, dans les modèles de mélange, c'est de dire, peut-être de chercher à modéliser ces points, ces observations qui ne peuvent pas être reliées à une des lois que j'ai définies en paramétrique auparavant. Dire, c'est des points qui appartiennent à un autre type de population et de leur créer leur propre composante à eux. Donc, d'intégrer directement dans mon modèle de mélange. Un cas classique étant de modéliser ces outliers par une loi uniforme ou par une loi de Poisson. Et puis, un autre truc que je peux utiliser sur un grand nombre de modèles de mélange, ça va être pas forcément que ce modèle de mélange gaussien, ça va être d'apporter un peu d'informations sur la variable latente. Pour le cas supervisé, ce n'est pas le plus intéressant, mais on peut avoir un cas intermédiaire, c'est le cas semi-supervisé, où j'ai l'information pour mes observations de leur appartenance à une population donnée, mais seulement pour une partie de mes observations. Et puis, et ça se fait de plus en plus, c'est un peu tous les modèles d'élicitation d'experts ou c'est un peu des approches bayésiennes. Je pourrais dire aussi, je pense que ma classe, je peux demander à un expert et il va peut-être me dire, mon observation, elle a une certaine probabilité d'appartenir à une classe donnée, plus que si on avait des classes équilibrées, mais je ne suis pas complètement certain. Donc, introduire d'incertitude. C'est pour ça qu'on parle de soft learning, parce que c'est une connaissance partielle, allégée de mon appartenance à une classe ou à une autre. Alors maintenant, quelque chose pour apprendre des paramètres, quel que soit le modèle, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est du maximum de vraisemblance. Il y a d'autres méthodes qui existent, comme par exemple en utilisant la méthode du moment, du moindre carré. Mais dans le cas des modèles de mélange, le maximum de vraisemblance, qui va chercher à maximiser, comme son nom l'indique, la vraisemblance de ma fonction, donc la loi Lθ P de x sachant θ ou Lθ sachant x. Son intérêt, en fait, c'est qu'elle va avoir des propriétés très intéressantes, notamment dans les cas de modèles de mélange. Et notamment, l'estimateur retrouvé va être asymptotiquement, c'est-à-dire quand on va augmenter le nombre d'observations, consistant, non biaisé. Et aussi, ça va être un estimateur efficace, c'est-à-dire respecter la frontière de Raman-Harkau, égale à la frontière de Raman-Harkau. Voilà. Alors, sinon, pour rappeler un peu les paramètres, les points d'entrée de mes données, je rappelle donc qu'on a des variables, des observations qu'on va supposer identiquement indépendantes et identiquement distribuées. Donc, c'est mes variables x 1 2.n. Et puis, je vais avoir des variables latentes qui ne sont pas observées, qu'on va chercher à déterminer. Donc là, ceux que j'ai modélisés par S 1 2.n. Alors, le problème, c'est quand on va chercher à développer la fonction de la vraisemblance pour ce problème-là, on va se retrouver avec un cas un peu compliqué avec un log et une somme dans un log. Et je vous rappelle, pour retrouver le maximum d'une fonction, ce qui est généralement utilisé, c'est de prendre sa dérivée, de voir les points pour lesquels sa dérivée va s'annuler. Et trouver les points d'une fonction qui a un log, qui a une somme dans un log et non pas un produit, la forme close il n'y a pas de forme close existante. On ne peut pas trouver analytiquement ce problème. On va devoir utiliser des approximations pour ce faire. Alors que par contre, si S est entièrement observé, on enlève cette somme, puisque du coup, on connaît la connaissance de X sachant S, on n'est pas obligé de sommer sur tous les cas, et ça devient beaucoup plus facile et on a une forme close qui est existante, en tout cas dans le cas des modèles de mélange gaussien. Du coup, l'idée, en fait, ça a été un peu le principe de l'algorithme même, c'est d'avoir une estimation un peu intelligente, une hypothèse intelligente sur la classe d'appartenance, sur sa classe pour chaque observation, pour un point donné. Alors du coup, pour ce faire, qu'est-ce qui a été fait? Ça va être, et c'est un peu l'étape E, ça va être de dire, alors on a quand même besoin, pour cet algorithme, d'avoir à la fois de fixer à l'avance le nombre de composants, K,
Et puis, on va être obligé aussi de fixer, d'avoir des paramètres initiaux. Mais une fois ces paramètres initiaux déterminés par une méthode d'initialisation, on va dire, voilà, quelle est une hypothèse possible pour mes variables latentes S. Et puis, une bonne idée, c'est d'utiliser la probabilité a posteriori que ma donnée X provienne d'une classe S. Donc, ça, c'est le principe de l'étape E. Et par rapport à d'autres algos assez proches, on va vraiment dire, voilà, on va s'intéresser à l'ensemble des possibilités d'appartenance et on va calculer l'ensemble des probabilités a posteriori d'appartenir à une classe donnée pour toutes les classes possibles pour chaque observation. Donc, on va en calculer la moyenne de ce que ça peut se donner. Donc, c'est comme si on avait la vraisemblance classique Lθ où on aurait à la fois les observations et puis nos valeurs S, mais qui seraient pondérées pour chaque observation par la probabilité de l'observation. Et donc, cette fonction, c'est celle que je représentais plutôt à gauche, c'est ce qu'on appelle la fonction auxiliaire, ou qui est la vraisemblance classique qui serait pondérée par la probabilité pour chaque point d'appartenir à ma classe. Elle a des propriétés intéressantes qui émergent de cet algorithme OM, c'est que chaque point, chaque contribution et chaque maximisation, parce qu'après, on va chercher à maximiser cette fonction, chaque maximisation, les paramètres qu'on va trouver, que je vais appeler mθ, sachant θ, donc les paramètres qui permettent d'optimiser cette fonction auxiliaire, chaque contribution et chaque petit élément qu'on va apporter en plus, ce sera une contribution au moins aussi importante pour la vraisemblance sans observer ces variables latentes. Donc, c'est une propriété très intéressante et que d'autres algorithmes dérivés comme CEM ou SEM, donc par exemple, SEM, ça va être stochastique et pour l'algorithme stochastique. Ces algorithmes n'ont pas ces propriétés aussi intéressantes. Par exemple, les algorithmes de type CEM, dont Camins est un dérivé, avec des hypothèses supplémentaires, eux, ils vont juste dire je vais prendre à chaque fois la classe la plus probable. Pour les algorithmes de type CEM. Voilà, donc je vous ai parlé vaguement des variantes de l'algorithme M. Après, sinon, je vais être limité par le temps. Et puis, un autre cas aussi intéressant, c'est quand on va faire plutôt que de maximum de vraisemblance et d'avoir une estimation ponctuelle de mes points, on va s'intéresser à la distribution a posteriori de ces paramètres à partir d'une loi a priori. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle du bayésien variationnel, mais qui est quand même plus compliqué à implémenter. Voilà. Bon, une petite représentation de l'algorithme M. On pourra y revenir si vous avez des questions. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a besoin d'une phase d'initialisation. Alors, donc, généralement, on va envoyer des paramètres initiaux utilisés par un ensemble, qui peuvent être déterminés par un ensemble de méthodes. Donc, j'en ai listé 6 ici. Ensuite, on va avoir différentes étapes on cherche à trouver un peu, à avoir une bonne estimation de ces variables latentes. Et puis après, on cherche à trouver les paramètres qui maximisent. On fait plusieurs itérations de cet algorithme. Dempster, en 1977, a prouvé la convergence de ce dernier pour un certain nombre de classes dont font partie donc là, notamment la famille des classes exponentielles. Et puis, on va regarder à la fin si on a convergence ou non. Convergence, en fait, comme on est dans des cas de simulation informatique, on n'a pas forcément, ça peut être aussi un très grand nombre d'itérations, on va établir un seuil et on va regarder généralement la vraisemblance de mon modèle qui va donc aller exponentiellement et on va regarder si elle atteint en fait un seuil, si elle ne décale plus d'une itération à une autre. Et on va s'arrêter pour un nombre d'étapes fixées sur cette itération. Donc voilà, je vous ai mis quelques algos d'initialisation qui peuvent être utilisés. Je vous ai dit aussi qu'on n'avait pas le nombre de composants, qu'on était obligé de le fixer à l'avance. Et donc, il y a différentes méthodes de score sur lesquelles on pourra revenir et qui ont été établies pour chercher justement à retrouver, de façon un peu sensée, quel serait le nombre de composants le plus probable pour expliquer mon modèle. Alors du coup, une fois cela fait, j'ai essayé de recenser et de faire une méta-recherche, une méta-analyse de tout l'ensemble des packages R qui implémentaient des modèles de mélange ou qui faisaient du clustering, et notamment du modèle de mélange gaussien. Donc, sur mes méta-analyses, voilà, c'est les résultats retournés. Donc, du coup, c'était simple, j'ai juste cherché les termes mixture et cluster qui étaient compris dans la description de ces packages sur les plateformes les plus utilisées parce que c'est des packages qui sont garantis d'être régulièrement mis à jour et qui vont respecter un certain nombre de protocoles, donc sur les plateformes bioconducteurs et CRAN. Donc, à l'issue de cette première phase où j'ai sélectionné uniquement ceux qui implémentaient des modèles de mélange gaussien, je me retrouve toujours quand même avec 58 packages, qui faisaient quand même beaucoup à benchmarker. Donc voilà, il y a vraiment un grand nombre de packages qui sont utilisés. Et donc du coup, j'ai décidé d'appliquer des filtres supplémentaires et j'ai décidé de supprimer l'ensemble des packages qui n'implémentaient pas le modèle de mélange dans le cas univarié, non contraint,
et qui n'utilisaient pas l'algorithme même classique. Par exemple, on avait certains qui implémentaient uniquement une version bayésienne pour apprendre les paramètres. Donc, j'avais toujours 33 packages, ce qui était encore un peu trop important. Du coup, j'ai décidé encore d'appliquer des filtres supplémentaires. Et notamment, j'ai décidé d'enlever ceux pour lesquels, qui n'étaient pas dans le cœur de métier, n'étaient pas d'apprendre des modèles de mélange gaussien, mais plutôt, voilà, par exemple, de faire de la régression ou d'étendre un peu l'algorithme même. Enfin, voilà, par exemple, pour apprendre des modèles de mélange de distribution gaussienne. Donc, j'ai décidé d'enlever ces cas qui, généralement, pour le cas simple d'un modèle de mélange de gaussienne, utilisaient d'autres packages. Et j'ai enfin décidé d'enlever aussi les packages qui n'avaient pas été mis à jour depuis 2018, donc qui étaient plus régulièrement mis à jour, ce qui me permet à la fin d'avoir un benchmark avec uniquement 8 packages. Donc là, bon, voilà, pour déjà avoir une première idée de l'utilisation de ces packages, voilà une courbe de tendance des téléchargements. Donc ça, j'ai récupéré les téléchargements quotidiens sur le crâne, pour voilà, les 8 packages que j'ai sélectionnés. Et donc, parmi les plus utilisés, on va retrouver Mclust et le package aussi FlexMix. Alors, Mclust, donc c'est vraiment le plus utilisé. Et lui, pour le coup, il est uniquement dédié au modèle de mélange gaussien, alors que FlexMix est un peu biaisé dans le sens où il va implémenter aussi des régressions et d'autres types de modèles de mélange. On va retrouver aussi, qui est pas mal utilisé, Mixtools et RMixMod, qui a tendance à augmenter, dont son utilisation a tendance à augmenter ces derniers temps. Si on s'intéresse maintenant à la littérature sur Google Scholar, on va avoir Mplus qui va être le plus cité avec 1165 citations sur son dernier papier et Mixtools qui le suit de près avec 1094 citations. Bon, là, j'ai fait une revue un peu qualitative des différents éléments qui étaient implémentés dans ces paquets. Et donc, en rouge, dans les encadrés rouges, c'était les éléments qui étaient introduits dans ces packages de façon unique. Bon, je ne vais pas vous refaire la table. Notamment, un point que je ne vais pas parler, c'est que certains, comme le package MK Charlie, vont essayer d'implémenter des algorithmes M qui vont avoir une convergence a priori plus rapide, mais qui n'ont pas forcément toute la garantie statistique et théorique derrière pour voilà, de convergence vers le maximum de vraisemblance. Alors, du coup, une fois cela fait, on pourrait maintenant s'intéresser à comparer quantitativement ces algorithmes. Et du coup, j'ai décidé de prendre différents cas de configuration. Alors, j'ai pris un cas assez simple ici avec 2 composantes en univarié. Et puis, on va aller du plus simple vers le plus compliqué. Donc, voilà, c'est mes 9 configurations que j'ai pu tester. Et dans ce qu'on voit, voilà, première configuration, donc si on a des classes équilibrées et peu ouvert la pente. Donc, le critère d'overlappant, c'est l'OVL, et puis le fait d'équilibre, c'est l'entropie, donc avec une entropie de 1 qui montrerait des classes qui sont équilibrées. Et puis, on va de plus en plus vers des cas de plus en plus compliqués, avec des composantes qui seraient de plus en plus overlappantes et de plus en plus déséquilibrées. Donc, en effet, ben voilà, qu'est-ce qui pourrait jouer en fait sur les performances des différents paquets, des différents algorithmes? C'est le choix de la méthode d'initialisation, le fait qu'on ait un overlap plus ou moins important, le fait qu'on ait un déséquilibre plus ou moins important sur les distributions, ainsi qu'éventuellement le nombre de composants ou d'observations. Alors du coup, au niveau des performances, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors déjà, une remarque générale, c'est qu'on a une augmentation linéaire avec le nombre d'observations qui est assez attendue avec l'algorithme même, mais une augmentation quasiment constante avec GMKM Charlie, qui est en fait parmi tous ces 8 packages, qui est un des seuls à paralléliser en fait ces calculs. Donc, comme je travaillais à l'époque avec 32 cœurs, bon, ça explique cette augmentation quasiment constante. La deuxième chose qu'on peut constater, donc sur le graphe de gauche, ça va être une initialisation avec une méthode par Camins, et sur le graphe de droite, j'avais initialisé mes paramètres avec une méthode par random. Et avec random, on va avoir des variations beaucoup plus importantes que Camins sur les paramètres initiaux. Et donc, dans certains cas, ça va être beaucoup plus facile à atteindre la convergence, dans d'autres cas, beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est ce qui est reflété par la version grisée. Le haut, c'est le quantile à 0,95 et le bas, c'est le quantile à 0,05 de mes temps de calcul. Voilà, pour chacune de mes observations. Sinon, quelle que soit la méthode d'initialisation, on constate que Mixtools et RMixMod, avec des CEM, ce sont les algos qui sont les plus lents, alors que l'algo le plus rapide, c'est M+, suivi par BGMM et EM+. Alors, on pourrait s'intéresser aussi au temps de calcul pris par les méthodes d'initialisation. Je ne vais pas forcément plus insister là-dessus. Alors maintenant, on va s'intéresser aux performances statistiques. Alors, normalement, l'algorithme M est déterministe, c'est-à-dire que si vous lui donnez un ensemble d'observations, que si vous lui donnez le même critère d'arrêt, le même nombre d'étapes et les mêmes paramètres de départ, il est censé toujours retourner le même résultat. Donc, pour obtenir ces différentes distributions, ces différents box plots, ce que j'ai fait, donc j'ai fait sans simulation, en prenant les mêmes paramètres de départ
Et à chaque fois, j'estime avec mes différentes méthodes d'initialisation pour mes différents packages les paramètres estimés. Et ensuite, j'affiche pour les distributions de mes paramètres, donc ces méthodes de Bootstrap, j'affiche sous forme de boîte à moustache la distribution de mes paramètres. Alors, du coup, voilà, pour chacun de mes packages, j'ai donc testé les 6 méthodes d'initialisation. Ils sont regroupés par méthode d'initialisation. Et le premier gros résultat qui frappe, quand on est dans un cas un peu compliqué, c'est-à-dire où on a des classes fortement vers la pente et ici équilibrées, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a des divergences pour une même méthode d'initialisation entre les différents algorithmes. Donc ça, c'est la première surprise. Là, on s'attendrait à avoir les mêmes résultats. La deuxième chose aussi, donc, ce qu'on peut, voilà, comme autre remarque générale, c'est que les meilleurs résultats sont atteints avec le package DCEM quand il va faire une implémentation quantile, mais c'est aussi lui qui a le plus mauvais résultat avec la méthode Remix. Par contre, d'autre part, les packages Mixtools et RMixMod, ce sont ceux qui sont le moins impactés par la méthode initialisation. La dernière chose aussi que je voulais ajouter, c'est que ce que j'appelle EMR, en fait, ça m'a été ma propre implémentation de l'algorithme M. Et là, pour vous dire, dans le cas univarié hétéroscédastique, voilà, j'ai écrit 20 lignes de code. Donc, c'est vraiment un algorithme qui peut être écrit en très peu de lignes, donc qui est assez relativement simple. Donc, du coup, a priori, voilà, mon implémentation est très proche de ce qui a été fait par RMixMod et Mixtools. La deuxième chose, c'est quand on va s'intéresser maintenant à des classes, cette fois-ci encore vers la pente, mais déséquilibrées. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour avoir les meilleurs paramètres, enfin, la meilleure configuration, donc que ce soit en termes de biais ou de variabilité, donc les meilleurs résultats sont atteints par EM cluster et GMKM Charlie. Donc la ligne rouge, c'est vraiment le paramètre que je cherche à retrouver. Par contre, au niveau de l'estimation des autres types de paramètres, c'est plutôt les méthodes Mixtool et RMixMod, donc sur les écarts types et les moyennes, qui ont les meilleurs résultats. Et à l'inverse de ce que j'ai dit auparavant, c'est le package des CEM qui a les pires performances avec la méthode quantique. Je ne sais pas combien il me reste de temps, pas beaucoup. Ouais, donc je vais passer un peu vite. Hop. Donc, on aurait pu s'intéresser aussi à des distributions quasi-gaussiennes en ajoutant de la symétrie. Bon, là, il n'y a aucun package qui est capable de le faire. J'en ai juste ajouté un à titre d'illustration qui ne va pas être baisé, qui est fait pour ça. Donc, c'est le package Mix SMSN. Et puis, le fait d'ajouter des outliers. Et là, ce qui est assez surprenant, donc le package au tribleu qui est aussi en guise d'illustration, qui est capable de très bien repérer la vraie variabilité de mes composants. Mais c'est la petite surprise et que ce n'est pas indiqué dans le package, c'est le package BGMM qui s'en sort pas trop mal comparé aux autres implémentations. Yep. Voilà, donc comme petite conclusion que je voudrais dire, c'est d'abord, il y a une grande diversité de packages qui implémentent l'algorithme M. Toutefois, donc alors que c'est un algo déterministe, tous devraient retourner le même résultat si on leur envoie les mêmes méthodes, les mêmes paramètres d'initialisation. Et ben, on constate qu'on a des implémentations différentes de cet algorithme. Donc, c'est un peu une philosophie générale pour dire, même dans des cas aussi simples, l'algorithme M, qui est implémenté en 20, que j'ai pu implémenter en 20 lignes, et ben, on va avoir des différences importantes entre les packages et qui ne sont pas forcément documentés. Il n'y a que FlexMix qui avait un peu discuté de peut-être des petites possibilités qu'on pouvait, de petites modifications qu'il avait fait dans l'algorithme M, mais ce n'était pas le cas pour les autres. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, on en a. Oui.